Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, on tient à remercier infiniment Supinfo d'avoir organisé ce webinaire au sein duquel on va discuter la thématique des nouvelles technologies au profit des métiers de la santé. Et pour ceci, professeur Hassan Chili, qui va s'orienter beaucoup plus vers la mise en application de la technologie dans le domaine de la santé. Le professeur Heli en ORL, qui a présenté des webinaires à l'échelle internationale, des conférences à l'échelle internationale. Il est président de la commission télémédecine, au niveau du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Et il a, bien sûr, derrière lui des publications de grande qualité. Et c'est un plaisir pour nous de l'accueillir au niveau de Supinfo. Supinfo qui organise régulièrement des conférences avec des thématiques qui intéressent le public, des thématiques qui traitent à la fois la technologie et son application, et ses applications plutôt aux différents domaines. Nous remercions infiniment professeur Driss Al-Laki, professeur à l'INPT et aussi à Supinfo, d'avoir voulu participer dans l'éclairage d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre d'apports de la technologie pour ce domaine. Et nous remercions notre directeur, le directeur de Supinfo, Amin Znebar, ainsi que notre directeur pédagogique, Brahim Ouazzani, d'avoir contribué dans la réussite de cette organisation. Vous savez, lorsqu'on traite les nouvelles technologies, on a l'habitude de dire on n'utilise pas la technologie pour la technologie. James Martin avait dit « Don't use technology for technology ». Effectivement, on doit créer une synergie. Et l'un des défis que confronte actuellement l'organisation au sens large, l'entreprise, l'organisation, les établissements de toute nature, c'est la synergie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment je peux exploiter un autre domaine avec le métier qu'on offre, comment je peux interagir avec les autres. Classiquement, on connaît les différentes synergies de la santé, des métiers de la santé, la médecine, avec la chimie. Ça a donné énormément de produits, ça a donné énormément de solutions. La physique aussi, la physique a contribué énormément dans le développement de la médecine. Il y a énormément d'activités, énormément de branches qui présentent une synergie avec la médecine. Nous, ici, on va s'intéresser à la synergie de la technologie de l'information avec la médecine. Alors, vous voyez, là, on a positionné le point d'interrogation. Qu'est-ce que la technologie peut offrir à la médecine? Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle attend la médecine de la technologie pour pouvoir assurer tout simplement de la valeur? Quand on dit ici valeur, ce n'est pas seulement la valeur tangible, pécuniaire, la valeur qualité, la valeur de maîtrise des risques, la valeur aussi de communication, les différentes types de valeurs qu'on peut avoir. Et je remercie l'auditoire qui participe en direct avec nous et qui vont participer aussi en différé pour pouvoir disposer de ces différentes connaissances qu'on va traiter lors de ce webinaire. Et je précise que pour l'auditoire, ils peuvent poser les questions sur la conversation. Vous savez, on utilise ici Teams, qui est un produit, qui est un outil de visioconférence. À la fin, vous avez un point d'interrogation. Vous cliquez dessus pour pouvoir poser les questions. Maintenant, on va commencer avec la présentation de professeur Al-Laki, qui va nous présenter le côté technologie de l'information et l'offre de la technologie de l'information pour, entre autres, la médecine. Professeur Al-Laki, à vous la parole. Merci Sigouram. Donc, salut tout le monde, bonsoir.
En fait, c'est un honneur pour moi de contribuer en fait à la réalisation de ce webinaire organisé par Supinfo Maroc. Donc, à mon tour, je n'ai qu'à remercier M. Amin et M. Znebar et M. Brahim Ouazzani pour en fait qui m'ont donné l'opportunité en fait d'intervenir dans ce webinaire. Donc, je remercie aussi M. Chelli pour la contribution qu'il va apporter aussi, et je remercie notre cher professeur Saïd Gourram qui est le modérateur de ce webinaire. Je ne sais pas si mes slides sont visibles ou pas encore. Donc, je suis en train d'attendre un petit peu que ça soit partagé. Donc, il y a un petit décalage, mais donc, comme a dit M. Gourram, donc mon intervention va s'articuler essentiellement sur la réponse à la question qu'est-ce qu'apporte la technologie au domaine de la médecine. Donc, on sait tous que la technologie maintenant, tout le monde connaît qu'est-ce que c'est. Moi, mon rôle, ça va être en fait de éclaircir quelques points. On entend parler de beaucoup de termes. Le jargon en fait informatique est en train d'envahir en fait notre quotidien. Donc, mon rôle, comme je viens de dire, c'est d'essayer de donner plus de détails sur ces éléments-là. Et voilà, donc je suis toujours en train de voir si c'est visible ou pas encore. OK. Professeur Alaki, vous pouvez partager directement à partir de votre Teams. Vous avez votre PowerPoint, vous pouvez partager. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc mon diapo est partagé maintenant. Voilà, donc, je l'ai repartagé. OK, maintenant si c'est visible, donc c'est mieux. Très bien. Donc, mon intervention en fait va être essentiellement une vue d'ensemble sur les nouvelles technologies de l'information et de communication. Et je vais essayer de donner quelques petits exemples des applications en fait dans le domaine de la santé, qui est en fait le thème d'aujourd'hui. En fait, lorsqu'on parle en fait des applications, ça peut être des innovations destinées à des professionnels de métiers de la santé, comme ça peut être aussi des applications destinées à des particuliers. Alors, ce qu'on est en train de voir ici est un tag cloud, donc un nuage en fait de mots-clés, de termes, donc qui reflète en fait des mots-clés qui en relation avec les nouvelles technologies de l'information. Donc, on cite entre autres tout ce qui est big data, blockchain, intelligence artificielle, cloud computing, etc. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de ces technologies-là sans entrer trop dans les détails, c'est-à-dire d'une manière très superficielle. Parce qu'en principe, une école d'ingénieurs comme Supinfo, elle propose une formation de 5 ans pour couvrir tous ces concepts-là. Et voilà. Donc, les nouvelles technologies, comme on sait, ils prennent une place d'une manière de plus en plus prépondérante dans nos vies quotidiennes. Cela concerne en fait un grand nombre de secteurs et de métiers tels que par exemple l'éducation, la finance et encore la santé. La santé qui est en fait le thème qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr qui est au cœur de l'actualité avec l'apparition de la pandémie du Covid-19. Donc on va essayer de mettre l'accent en fait sur les différentes technologies en fait qui sont mises à la disposition de ce secteur-là. Mais avant de parler de tout cela, donc j'aimerais poser ou bien mettre l'accent sur un point qui est très particulier. Donc une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ces nouvelles technologies ont ajouté à notre vie? Donc là, depuis leur apparition, c'est quoi leur plus? Donc je peux dire, ou bien je peux résumer les choses d'une manière très simple. Donc ils nous offrent en fait des moyens et des outils qui nous permettent d'exercer pas mal d'activités pendant notre journée, mais tout en minimisant, je souligne bien ici, minimisant le temps, le coût et l'effort fourni pour les réaliser. Donc en gros, si on veut parler d'une manière, je dirais, plus philosophique des choses, c'est le pourquoi du pourquoi des choses. Et donc, ce webinaire ici en est un exemple, parce que là, si on voulait faire un séminaire d'une manière classique, donc ça aurait pris plus de temps, ça aurait coûté plus d'argent et bien sûr, il y aura plus d'efforts pour, bien sûr, le programmer. Donc, dans cette optique-là, nous allons essayer d'aborder la présentation d'aujourd'hui et on va commencer avec le premier élément. Alors, je pense que notre point de départ, c'est le mobile.
Parce qu'actuellement, je pense que tout le monde a un smartphone dans sa poche et que je pense que tout le monde aussi a déjà essayé un jour de télécharger et d'installer au moins une seule application mobile en relation avec le thème de la santé, ne serait-ce que pour la tester ou bien que par curiosité. Parfois, c'est déjà proposé par des fabricants de téléphones. Et lorsqu'on dit avoir un smartphone en poche, veut dire que nous avons des utilisateurs qui sont, je dirais, ou bien on peut même parler des patients qui sont plus connectés. Alors, lorsqu'on parle ici de patients ou bien d'utilisateurs plus connectés, donc ça change toute la donne. Par exemple, donc pour illustrer en fait cette idée-là, on est tous tombés malades l'un de ces jours, mais avant d'aller voir consulter un médecin, on commence par googler en fait les différents symptômes qu'on ressent. Et ça en fait, ça a changé en fait la relation entre le patient et le médecin qu'on connaissait déjà. Alors, si on parle de applications mobiles dans le domaine de santé, on peut parler de ce concept-là qui s'appelle le mHealth en anglais. Alors, c'est un terme qui est utilisé pour la pratique de la médecine et de la santé en fait en général, qui est soutenu par les appareils mobiles et les applications, etc. Alors, si on parle de mHealth, on doit obligatoirement parler d'un autre concept qui est bien sûr très important au niveau des technologies d'information, qui est les objets connectés. On parle en anglais de Internet of Things, ou bien l'acronyme IoT. Donc, on peut dire que l'IoT, c'est quoi? Ou bien les objets connectés, c'est quoi? C'est un nombre en fait d'objets qui sont connectés, c'est des gadgets, des appareils, etc., qui sont connectés via Internet et qui permettent en fait une certaine communication entre les biens physiques, donc nos biens, ces gadgets-là, et leur existence numérique. Alors, cette communication entre ces différents éléments-là, elle permet en fait de rassembler une nouvelle masse de données sur le réseau, bien sûr, et lorsqu'on a une très grande masse de données, on pourra l'exploiter pour en sortir avec des connaissances et des formes de savoir qui sont différentes. Donc, des exemples pour illustrer tout ça. Donc, je vais commencer par les exemples en fait de ces objets ou bien de ces gadgets qui sont en train d'apparaître petit à petit dans notre vie. On parle de montres connectées, les smartwatches. On parle aussi de bracelets ou bien de quelques capteurs connectés. On parle de trackers d'activité et j'en passe. Par exemple, si on prend un exemple d'une application mobile IoT, donc qui est consacrée aux patients diabétiques, donc cette application-là, elle permet bien là, comme objectif de mieux suivre en fait le traitement de ces gens diabétiques. Elle leur fournit en fait le taux d'insuline exact à s'injecter en fonction de leur activité. Alors, on va dire comment ça se fait. Donc, on a déjà des capteurs qui sont installés sur le bras. Ils permettent en fait de détecter des données. Ces données sont envoyées à un serveur distant dans CloudWalk. Donc, c'est quelque chose que je vais détailler par la suite. Et bien sûr, nous avons l'application mobile qui permet de gérer tout cela, ou bien une montre connectée qui nous permet en fait de voir ces informations-là qui sont issues d'autres objets, bien sûr, qui sont tous connectés dans le même réseau. OK, on peut parler bien sûr d'autres applications de ce type-là, mais je préfère garder cela à la partie discussion à la fin. Une autre technologie, bien sûr, très pointue, c'est ce qu'on appelle le IR ou bien le VR. Donc, IR, c'est une chose, le VR, c'est autre chose. Alors, IR, ça veut dire Augmented Reality, c'est la réalité augmentée. Et le VR, ça veut dire Virtual Reality, ça veut dire une réalité qui est virtuelle. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, la première qui est la réalité augmentée, c'est quoi? C'est la superposition de la réalité qu'on vit avec des éléments supplémentaires qui sont numériques, comme par exemple du son, des images, des vidéos ou autres. Et ces images, ces sons, etc., bien, qui s'ajoutent à notre vie réelle, sont calculés bien par des systèmes informatiques d'une manière, je dirais, temps réel. Un simple exemple, je vais peut-être un petit peu sortir ici du domaine de médecine et je vais parler d'un jeu qui a en fait bouleversé le monde récemment, c'est le Pokémon Go. Donc on a vu en fait des gens, des jeunes, des gens plus âgés, etc., qui sont un petit peu partout dans la rue avec leur smartphone. Ils essaient de rattraper des Pokémon, c'est des petites créatures en fait qui sont virtuelles, qui apparaissent que sur leur smartphone, alors qu'en réalité, ils n'existent pas. Donc, avec leur smartphone, ils activent leur caméra, ils sont en train de voir la réalité, c'est-à-dire la rue avec ses bâtiments, ses gens, etc. Et en plus de cela, il y a des images qui s'ajoutent à cette réalité. Alors là, on parle de réalité augmentée. Par contre, lorsqu'on parle de réalité virtuelle, ça, c'est une autre technologie. Donc là, on doit d'abord, pour donner un exemple très concret, sans entrer trop dans les détails techniques, lorsqu'on fait un petit tour dans les malls, actuellement, on voit des gens qui mettent un casque et qui sont en train de crier, peut-être en
on se demande pourquoi, mais parce qu'ils sont en train de voir peut-être ils sont en train de faire une montagne russe ou bien jouer des jeux ou autre chose, parce qu'en mettant un casque, là on est déconnecté du monde réel et on est en train de voir autre chose. Donc c'est une technologie en fait informatique qui, je dirais, qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement qui est totalement artificiel et qui est bien sûr généré par des logiciels, etc. Donc là, c'est ce qu'on veut dire par la réalité virtuelle. Alors maintenant, si on veut donner des exemples concrets au niveau du domaine de médecine ou bien de la santé en général, on peut donner un exemple très utile d'utilisation de la réalité virtuelle, du VR. Donc c'est au niveau de la kinésithérapie. Donc ça peut permettre par exemple à un patient, bien sûr, de faire une rééducation autonome, donc sans l'intervention d'un kiné. Donc, grâce à un casque, il va bien sûr mettre son casque, il va l'emmener bien sûr dans un espace virtuel qui va lui permettre en fait d'effectuer des mouvements en suivant des consignes, bien sûr, que seul le patient qui a mis ce casque-là peut voir. Donc là, au lieu en fait d'aller se déplacer vers le patient pour pouvoir lui faire des gestes, etc., la rééducation, il peut tout simplement mettre son casque qui contient déjà en fait un programme qui va lui permettre en fait de faire cette rééducation. Un autre exemple, par exemple, c'est l'entraînement en chirurgie d'une manière globale. Donc, ça peut permettre à des chirurgiens, peut-être à des étudiants qui sont en train de préparer leur diplôme, etc., en médecine, de s'entraîner avant une intervention bien sûr, réelle. Donc, ils s'entraînent sur quoi? Sur un clan numérique du patient. Genre, par exemple, on prend une partie du corps du patient, on essaie ça nous crée en fait des choses virtuelles qu'on peut voir qu'en mettant un casque, bien sûr, de VR. Et bien sûr, on commence à faire des gestes, etc., pour s'entraîner un petit peu à cette chirurgie ou bien à cette opération. Donc là, c'était en fait une autre technologie de pointe qui s'ajoutait aux différentes technologies mobiles et des objets connectés. Alors, lorsqu'on parlait tout à l'heure des objets connectés, on a parlé d'un certain nombre de données qui circulent dans un réseau, des données qui sont envoyées d'un appareil à un autre. Donc, ce sont des données qui transitent dans des objets connectés, ou bien par des objets connectés plutôt, ou bien par des systèmes de santé classiques. Alors, je dirais le volume de ces données-là, leur vélocité et aussi leur variété nous poussent à utiliser des technologies un petit peu spécifiques, donc des méthodes analytiques particulières, afin de gérer toutes ces données-là pour en générer de la valeur. C'est ce qu'on appelle le big data. Donc, le big data, c'est un ensemble, je dirais, de technologies, de méthodes analytiques, etc., qui permettent de gérer un très grand nombre de données afin de générer de la valeur. Donc, on va dire que c'est quoi l'application de cette discipline de l'informatique au niveau du domaine de la santé. Donc, ça peut permettre en fait aux chercheurs de faire des études en se basant sur ces données. Peut-être que ça peut être des données, comme j'ai dit tout à l'heure, qui proviennent des objets connectés, ou bien ça peut être des données de différentes sources qui sont issues d'autres systèmes informatiques, bien évidemment. Donc, ces données-là vont nous permettre de dresser, par exemple, un tableau de prévalence d'une maladie au sein de la population, le cas du coronavirus, par exemple. Ou bien ça pourra nous aider à identifier des facteurs de risque d'une certaine maladie, ou bien vérifier l'efficacité d'un traitement donné, et ainsi de suite. Donc, on peut imaginer beaucoup de cas de figure, en fait, qui peuvent être utiles en utilisant, en fait, cette discipline-là qu'on appelle le big data. Alors, qui dit big data dit aussi intelligence artificielle, et on entend souvent parler de ce terme-là actuellement. Si on veut vulgariser le terme, c'est quoi? Donc, c'est un ensemble de théories et de techniques. Donc, il y a l'aspect théorique. Donc, lorsqu'on dit théorie, c'est pas mal de concepts mathématiques qui existent derrière, notamment statistiques, probabilité, etc. Et des techniques, bien sûr, informatiques qui sont couplées ensemble et mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine, tout simplement. C'est-à-dire, ce que peut faire un être humain, on va essayer de déléguer cette tâche-là à une machine afin qu'elle puisse le faire sans l'intervention de cet être humain-là. Bien sûr, au niveau de l'intelligence artificielle, on peut citer des domaines ou bien des sous-domaines comme le machine learning, deep learning ou autre. On ne va pas trop entrer dans les détails ici. Et c'est quoi l'intérêt en fait bien pourquoi on a vu cette apparition de l'intelligence artificielle récemment? Parce que pour pouvoir entraîner notre machine, pour qu'elle puisse bien sûr atteindre le niveau d'intelligence qu'on veut, elle a besoin d'un très grand nombre de données pour qu'elle puisse bien sûr s'entraîner, comme je viens de dire. Et du coup, lorsqu'on parlait tout à l'heure de grand nombre de données qui circulent sur le réseau, qui sont traitées par des techniques comme le big data et autres,
Donc, cela, en fait, nous aide énormément à avoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont plus performants. Si on veut maintenant revenir à notre sujet de santé, à quoi ça peut nous servir, cette intelligence artificielle? Bien sûr, il y a beaucoup de cas de figure. Je vais citer quelques-uns. Je vais citer surtout un exemple. Donc, c'est le cas des chatbots. C'est quoi un chatbot? Donc, on sait tous, actuellement, on est toujours en train d'utiliser des applications de chat entre humains, WhatsApp, etc., sans faire trop de pub pour les autres. Donc, l'idée, c'est qu'un être humain est en train de communiquer avec un autre via une plateforme sur mobile ou autre. Et là, l'idée d'un chatbot, c'est quoi? C'est qu'au lieu de communiquer avec un autre être humain, on est en train de communiquer avec une machine, avec un programme. C'est pour ça qu'on a le mot qui est divisé en deux parties. Le chat, c'est pour tout ce qui est messagerie instantanée. Et le bot, c'est pour dire un robot. Et donc, lorsqu'on dit machine qui est indépendante, qui va communiquer avec un être humain, elle doit être intelligente. Et pour cela, bien sûr, les gens qui l'ont programmé ou bien créé, etc., ils doivent bien sûr passer par plusieurs étapes, notamment l'étape d'entraînement, etc. Alors, pourquoi je voulais citer cet exemple-là? Parce que ici à Supinfo, il y a un étudiant qui fait maintenant son PFE. Il est encadré par une enseignante ici à Supinfo et qui travaille sur un sujet en relation avec le coronavirus Covid-19. Donc, c'est une application intelligente, un chatbot. Bien sûr, le chatbot, ce n'est qu'une partie de l'application qui permet en fait je suis en train de chercher un terme ici qui est exact pour ne pas dire des bêtises, mais bon, donc il va assister à un malade, donc un patient qui est atteint par le virus, surtout lors des moments de solitude. Il est tout seul, c'est bon, les médecins ont fait leur tournée, etc. Il veut parler à quelqu'un en relation avec sa maladie, avec les symptômes qu'il a, etc. Alors, cette application-là pourra jouer le rôle en fait d'un médecin, bien sûr, qui va lui permettre en fait de donner des consignes, des indications, tout en prenant en considération l'aspect, je dirais, psychique de ce patient. Voilà. Donc là, c'est un projet qui est en cours de réalisation, espérant qu'il va aboutir, bien sûr, très prochainement. Le point suivant, c'est le cloud computing. Donc, on entend souvent parler de ça. Donc, ça fait maintenant des années qu'on entend parler du cloud computing. C'est quoi en fait? Donc, on a parlé tout à l'heure des applications mobiles, des objets connectés, de tout ce qui est IR, VR, de big data et même de l'intelligence artificielle. Alors, pour pouvoir faire tout cela, on a besoin de ressources très intéressantes pour que nos programmes, nos algorithmes, etc., puissent s'exécuter sans aucun problème. Et lorsqu'on parle de ressources, c'est des ressources matérielles, informatiques, comme par exemple tout ce qui nous permet de faire des calculs ou bien des espaces de stockage, etc. Alors, si on veut effectuer cela sur nos propres machines ou bien même sur des serveurs gérés en local dans des entreprises, alors cela peut ne pas aboutir à des résultats très satisfaisants. Et donc, on est limité par ce manque de ressources. Alors, la solution, c'est quoi? C'est d'aller utiliser du cloud computing qui est proposé par des fournisseurs de cloud. C'est quoi? C'est tout simplement, on est en train d'utiliser des ressources qui n'appartiennent pas, bien sûr, qui ne nous appartiennent pas, mais bien sûr, on est en train de les utiliser, de les exploiter afin d'exécuter nos programmes, etc. Et donc, le cloud computing, c'est un concept que je vois aussi très important qui participe d'une manière implicite, pas très explicite, dans la réalisation en fait de tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il propose plusieurs modèles de services. Donc, je ne vais pas entrer ici dans les détails techniques. Au niveau des coûts, c'est très contrôlé. Donc, on peut contrôler en fait ce qu'on consomme, etc. Et c'est une option qui est très importante. Je vais peut-être passer à un autre point qui a bouleversé le monde, ça fait maintenant 2 ans, c'est la blockchain. On a entendu beaucoup parler de ce concept-là, surtout qu'elle est très associée à un autre terme qui est le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est tout ce qui concerne la monnaie, la crypto-monnaie, etc. Mais la blockchain comme technologie, donc, elle n'a pas qu'un seul domaine d'application. C'est pas seulement lié qu'au domaine de la fintech, c'est-à-dire la finance et la technologie, mais on peut aussi la voir au niveau en fait du domaine de santé. Donc déjà, c'est quoi la blockchain? Donc en une seule phrase, donc j'ai essayé en fait d'être très, je dirais, très précis dans cette phrase-là. Donc on peut dire que c'est une technologie de stockage. Donc en principe, on stocke des données. Et pas seulement le stockage et de transmission, parce que ces données-là vont être transmises d'un élément à un autre qui se trouve dans un réseau, dans notre système. Donc c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans avoir un organe de contrôle.
Donc, on élimine tout intermédiaire. Donc, par exemple, pour le cas de la finance, on a essayé avec le Bitcoin d'éliminer les banques, etc., afin de faire des transactions entre individus, etc., entre particuliers. Alors là, on va dire que, est-ce que dans le domaine de la santé, c'est intéressant? Je dirais que c'est oui. En donnant un simple exemple, c'est un exemple qui est réel. Donc, des pays comme l'Estonie, ils ont déjà un système qui utilise la blockchain. Donc, le problème dont souffrait auparavant, c'est que on a plusieurs entités de santé, genre des hôpitaux, etc., des médecins, et ainsi de suite. Et chacun de ces hôpitaux-là, ou bien de ces médecins, il a des dossiers médicaux de leurs patients. OK? Par exemple, un patient lambda, lorsqu'il va aller chez un médecin, il va bien sûr lui créer un dossier médical, etc., alors que ce même patient-là, il peut avoir un autre dossier existant dans un autre hôpital ou autre. Alors, le problème que nous avons ici, pour dire les choses d'une manière très simple, c'est que nous n'avons pas en fait une interopérabilité entre ces différentes entités-là. C'est-à-dire que les informations, bien les données d'un patient se trouvant dans un endroit X ne sont pas accessibles depuis l'endroit Y, c'est-à-dire depuis un autre hôpital ou bien depuis le cabinet d'un autre médecin, etc. Alors, l'idée, bien sûr, ici, pour pouvoir pallier à ce problème-là, plutôt de penser à une solution de centralisation de tous les dossiers médicaux électroniques des patients dans un seul endroit, les gens ont pensé à cette technologie de la blockchain, qui est une technologie distribuée, c'est-à-dire le pouvoir, il n'existe nulle part dans le système. C'est le système en fait qui propose ce pouvoir-là d'exploitation des données des patients, plutôt que d'avoir une entité de contrôle au milieu. Alors si on veut, je dirais, détailler en fait comment fonctionnent ces systèmes-là basés sur la blockchain d'une manière très simple, très vulgarisée, on peut dire que les médecins ou bien les hôpitaux, ils vont collecter les informations depuis leurs patients. Ça, c'est la première étape. Ces données-là collectées, ils vont essayer de les stocker dans leur propre base de données locale, des bases de données dans des hôpitaux, des systèmes d'information des hôpitaux, ou bien des systèmes d'information au niveau des cabinets des médecins, etc. Par la suite, notre système blockchain, il va se connecter à l'ensemble de ces bases de données-là existant dans le pays, par exemple, de tous les hôpitaux, de tous les cabinets, etc. Il va essayer de créer une copie de ces données, une copie qui sera bien sûr, sans entrer trop dans les détails techniques ici, qui sera, je dirais, hachée, bien cryptée pour des raisons de sécurité, d'anonymat, etc. Et il va bien sûr les ajouter dans la blockchain. Lorsqu'on dit ajouter dans la blockchain, ça veut dire quoi? Ça veut dire la blockchain elle est formée d'un ensemble de ce qu'on appelle des nœuds. Un nœud est représenté par un hôpital, bien un médecin ou autre, et que chacun il a une copie en fait de toute la base de données en fait de ce système. C'est-à-dire que chaque hôpital il a une copie qui sera mise à jour à chaque fois, qui va contenir des informations sur des patients, bien sûr, et que leurs sources en fait ont été issues de systèmes externes. Par la suite, le patient, on lui donne aussi la possibilité de sélectionner les entités qui peuvent avoir accès à ces données pour des raisons de vie privée, etc. C'est-à-dire, il peut dire, par exemple, moi, j'autorise que le médecin qui me traite à voir mes informations, etc., plutôt que d'avoir des informations qui seront diffusées pour tout le monde. Du coup, donc, on va avoir ces informations, mais qui seront bien sûr protégées d'une certaine manière, qui est pour garder l'anonymat, bien sûr, de ces informations. Et à la fin, bien sûr, une fois que les informations seront sur notre système, chaque entité de système va avoir bien sûr sa copie et pourra exploiter ces données-là pour bien sûr aider à résoudre des problèmes en relation avec la santé du patient d'une manière qui est très, très pratique et très efficace en se basant sur son historique médical qui sera cette fois-ci plus complet et plus, je dirais, voilà, plus consistant. Ok, donc là c'était un petit tour d'horizon d'un exemple d'un projet en relation avec le domaine de la santé qui utilise la technologie de la blockchain. Je vais ajouter quelques bonus ici à ce que j'ai cité ici. Donc je vais parler de l'impression 3D. Donc vraiment c'est un concept qui a aussi bouleversé le monde et actuellement il y a déjà des projets qui ont été lancés surtout au niveau académique, au niveau de l'université de MIT aux États-Unis par exemple. Dans leur labo, ils ont déjà fabriqué, bien, je dirais, imprimé en 3D des médicaments sur mesure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, gérer le dosage des médicaments, etc., pour des patients bien particuliers. Alors, cette technologie-là, bien, en fait, permet de faire ce type de choses. On peut même fabriquer des prothèses sur mesure. Ça, c'est un domaine d'application qui est très prometteur et très intéressant.
Et bien sûr qu'en perspective, il y a toujours des projets en cours qui essaient d'imprimer des organes. Donc ça peut paraître un petit peu imaginaire, mais les gens sont en train de travailler sur ces projets-là, des projets de recherche. Bien sûr, on peut même penser à imprimer de la peau, etc., d'autres éléments du corps humain. Bien sûr, maintenant la fiabilité, l'aspect éthique, etc., de ces choses-là. Donc ça, c'est une autre question qu'on pourra se poser, bien évidemment. Peut-être qu'ici, que je vais citer plutôt la dernière technologie qui peut aider les médecins ou bien les professionnels de la santé à faire leur métier d'une manière plus simple et plus efficace, c'est le domaine de la robotique. En fait, je n'ai pas besoin de définir ici qu'est-ce que c'est qu'un robot. Tout le monde connaît qu'est-ce qu'un robot. Mais là, on parle d'un robot qui est un robot chirurgien. Donc, si on veut vulgariser les choses, on peut dire que c'est tout simplement un bras, bien sûr, qui sera connecté à un ordinateur. Et ce bras-là, il est doté d'une caméra qui va permettre, en fait, et le tout, il est supervisé par le chirurgien, c'est le médecin chirurgien. Il va en fait essayer de télécommander, si l'expression est correcte, ce robot-là qui va lui permettre de faire une chirurgie plus précise. Donc, l'utilité, c'est tout simplement... donc ça permet en fait de faire des opérations très pointues qui nécessitent en fait un degré de concentration très élevé, qui dure parfois des heures et des heures. Et donc, puisque le chirurgien humain, donc il pourra se fatiguer, etc., donc il peut déléguer certaines tâches à ce robot-là qui va être plus précis. Bien sûr, il va tout simplement exécuter les tâches que le chirurgien va lui demander de faire, puisqu'il sera télécommandé à distance. Donc, lorsque j'ai dit ici à distance, ces techniques-là, bien ces technologies vont ouvrir la porte à ce qu'on appelle des opérations à distance. D'ailleurs, ça existe déjà. Donc, on a déjà entendu parler à maintes fois de ces opérations qui ont été effectuées à distance. Un médecin qui se trouve peut-être aux États-Unis, en France, etc., alors que le patient se trouve dans un autre pays. Donc là, c'est grâce à cette technologie-là de robotique. Alors, pour conclure, je peux dire que nous avons fait un petit peu le tour d'horizon des technologies principales qui aident les domaines en fait de la santé et qui aident les professionnels de ce domaine-là à exercer leur métier de manière qui est, je dirais, plus simple, tout en gardant dans l'esprit le trio que j'ai cité tout à l'heure, donc en minimisant le coût, l'effort et bien sûr le temps, pour exercer des activités qui sont bien sûr divergentes, diversifiées, etc. Donc, à la fin, avant de céder la parole à mes collègues, donc là, je vais tout simplement évoquer quelques points donc, qu'on pourra discuter par la suite. C'est par exemple l'accessibilité en fait de ces technologies. Est-ce que tout le monde a accès à ces technologies, surtout lorsqu'on parle maintenant d'une je dirais, fracture numérique dans certains pays en développement. Et il y a aussi ce rapport entre patient et médecin, comment il en est lorsqu'on parle de télémédecine, etc. Est-ce que c'est la même chose qu'en mode, bien sûr, je dirais humain, classique, etc. Qu'en est-il pour la confidentialité des données, la vie privée des patients, etc. Ça, c'est un sujet qui est très, très important et très intéressant, qui mérite d'être évoqué dans notre webinaire. Donc voilà, j'ai essayé d'être très précis, donc j'ai essayé de faire un petit tour d'horizon sur les différentes technologies proposées par le domaine informatique en général, au domaine de la médecine. Voilà, donc je remercie notre auditoire pour leur attention et maintenant je cède la parole à M. Gourram. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Allaki. Merci beaucoup. Là, à mon tour, je vais partager l'écran. Et comme vous voyez, j'ai mis à droite les propositions de l'IT aujourd'hui, du cloud, AR, VR, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, blockchain, intelligence artificielle, 3D, bureautique, etc., etc. Je voudrais préciser un petit point qui est très important. Toutes ces technologies-là, sans exception, sont traitées au niveau du SUPINFO. SUPINFO, on traite le cloud avec des certifications internationales. On traite la blockchain. Il y a tout un module qui traite la blockchain. Donc, nos étudiants sont en train de palper ceci. Ce n'est plus de la théorie, non. C'est des projets. Déjà l'année dernière, par exemple, pour la blockchain, il y avait un projet extraordinaire qui a été traité par nos étudiants de 3e et aussi de 4e année, 3e et 4e année.
Robotique, là, tout ce qui est, vous avez chatbot et robotique, nous avons un club à Rabat, un club de robotique qui tourne convenablement et qu'il faut stimuler. Alors, à travers ces offres-là, nous pouvons parler de la synergie entre la technologie de l'information et la médecine. Et on aimerait bien avoir les expériences de notre professeur Chili, les expériences qu'il a eues. Et je répète, s'il vous plaît, pour la présence, vous pouvez toujours continuer à mettre vos questions sur l'endroit où il y a le point d'interrogation sur votre site. À vous la parole, maître. À vous la parole, cher professeur. Merci, Monsieur Gourlem. Merci à Supinfo de m'avoir invité à évoquer un sujet ô combien intéressant et ô combien inquiétant pour l'avenir du médecin, parce que il est clair que le médecin, vu cette transformation digitale qui va à une allure et à une vitesse, va malheureusement laisser sur le banc et sur le bord de la route plusieurs de ses praticiens. Je voudrais d'abord et avant tout très sincèrement féliciter M. El-Laki pour sa présentation qui est claire, qui a exactement fait le tour des attentes des praticiens. Et je vous le dis parce que j'ai fait une dizaine de webinaires sur le big data, l'intelligence artificielle, moi-même n'étant pas uniquement médecin, je m'intéresse beaucoup à la communication. Et le dernier webinaire que j'ai donné hier à peine ou avant-hier parlait de la robotique, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je pense que c'est extrêmement intéressant et je vais à mon tour partager des réflexions. Effectivement, des réflexions, nouvelles technologies, voilà, nous sommes ici, je pense que c'est là, voilà. Des réflexions et surtout les grosses difficultés, j'espère que vous voyez mon écran. Oui. Parfait. Les grosses difficultés qui sont celles du praticien aujourd'hui. Alors, technologie en pratique médicale, j'ai voulu évoquer avec vous 4 grands volets. D'abord, ce qui a changé, parce que la pratique médicale, comme je vous l'ai dit, a énormément évolué au regard des évolutions technologiques. Secondo, je vais évoquer la télémédecine. Vous savez, aujourd'hui, la médecine essentiellement reconnaît ce qu'on appelle l'examen clinique, c'est-à-dire quand vous vous présentez chez le médecin pour vous examiner, quand il est ORL par exemple, il vous fait ouvrir la bouche, il vous met une caméra dans le nez, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'examen clinique. Eh bien, l'examen clinique en latin vient d'un dérivé clinique qui veut dire en fait exercer auprès du patient. Vous pouvez comprendre toute la difficulté que va avoir maintenant le praticien pour exercer une médecine à distance et en fait toutes les modifications qui sont des modifications de paradigme parce que en fait je pense que tout devra être réenseigné pour le praticien parce que malheureusement le praticien n'a pas baigné là-dedans. Enfin, on va voir quel est l'apport des objets connectés. Vraiment, et là je tiens, mais on aurait cru que M. El-Laki s'est inspiré des informations que j'allais citer, mais toutes sont exactement viennent corroborer les informations apportées par M. El-Laki. Je le félicite encore une fois. Et enfin, on parlera de l'intelligence artificielle et du big data. Pourquoi ? Parce que moi-même, à l'étranger, j'ai contribué à mettre en place un robot dans la chirurgie de l'oreille et je pourrais en parler, si vous voulez, plus en détail, peut-être au niveau de la session questions-réponses. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Tout le monde va changer. Vous vous rendez compte ce qui s'est passé dans la vie de tous les jours avec l'apparition du smartphone ? Mais malheureusement, vous le savez bien, même si le smartphone est extrêmement intuitif et très simple d'usage, il y a certainement des freins au changement. D'abord parce que cette faculté de pouvoir changer de fusil d'épaule n'est pas donnée à tout le monde. On appelle ça la zone de confort. Quitter sa zone de confort est un peu difficile, mais aussi il y a plus que ça, c'est-à-dire la force des habitudes. Et donc, changer, ça met en place un process au niveau cérébral qui, pour certaines personnes, est extrêmement compliqué. Alors, il n'y a pas eu que ça. Regardez, il y a eu le smartphone, puis il y a les réseaux sociaux, puis il y a la digitalisation,
Puis surtout, là encore, je veux vous remercier longuement parce que ça a complètement transformé la relation médecin-malade et j'en veux pour preuve, heureusement, je fais partie des générations qui ont entre 50 et 60 ans et donc j'ai grandi avec un peu la médecine 1.0 et nous sommes aujourd'hui à la médecine 4.0. Je vous explique tout cela en détail. L'ère de la communication digitale est là, vous l'avez vu, et en fait, il est important de comprendre que cette communication est l'ère de la communication, mais vraiment digitale. Alors, quand je dis communication digitale, c'est très intéressant de comprendre que, par exemple, quand vous avez demandé un avis à un collègue, cet avis va interchanger des informations qui sont d'ordre médical, mais qu'il peut également requérir sur une plateforme ou sur un réseau ou sur un groupe de médecins connectés tout un ensemble d'avis. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. Ça fait des pas de géant. Quand aujourd'hui, vous êtes maqué avec MIT, par exemple, ou un groupe médical en Australie, vous pouvez en temps réel, en tenant compte bien évidemment du décalage horaire, vous pouvez en temps réel avoir exactement l'information qu'il faut à propos de cette expertise. Mieux que ça, les malades communiquent entre eux, vous vous rendez compte, et ça donne ce qu'on appelle les patient experts, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, en échangeant avec le groupe de malades, des fois plus d'informations requises à travers ces groupes d'experts que le médecin qui est en face d'eux. Et bien sûr, et ça c'est lié tout simplement à cette grosse toile qui est née dans les années 2000 et qu'on appelle Internet, vous le savez, et toute la médecine a évolué en conséquence, c'est un saut à pas de géant, je vais vous l'expliquer. Le point 1.0 c'était dans les années 70 où le médecin était appelé le hakim et où le malade allait voir le médecin en étant presque appendu à ses lèvres en attendant l'exercice de son ordonnance. C'était vraiment une relation paternaliste. Voilà, le médecin est considéré vraiment comme le père de la séance et rien d'autre. Puis est venu avec l'arrivée des sites Internet et de l'information médicale généralisée à la communauté des patients, cette notion de savoir médical partagé, c'est-à-dire que le médecin n'est plus seul détenteur de l'information et que le malade, comme l'a dit M. Allaki tout à l'heure, il va googler ses symptômes et il va essayer, bien sûr, il y a des travers, on pourra en parler. J'ai beaucoup publié sur la relation médecin-malade. Est-ce que venez chercher le patient sur Internet, on pourra en parler, quelles sont les limites à cela, comment il va réussir à recouper les informations dans la mesure où il n'a pas encore la méthode médicale. Et puis bien sûr, après est venue l'ère de la médecine qu'on appelle la télémédecine, c'est-à-dire la médecine à distance où le patient s'inscrit dans le cadre d'un patient 3.0, c'est-à-dire qu'en fait, qui va être là et qu'il va rendre des informations à distance. Et bien sûr, après cela, on verra la médecine 4.0 qui est la médecine connectée. Alors, justement, professeur Chili, si c'est possible de mettre votre projection parce qu'on ne la voit pas sur le... Ah, oui. Comment vous ne la voyez pas? Alors, parce que vous avez certainement deux... Voilà, non. C'est bien là, vous la voyez? Celle-là, on la voit bien, oui. Oui, ben voilà, c'est celle que j'avais. Projetez maintenant. C'est bon? Parce que vous projetez sur l'extra, hein, parce que vous avez un extra. Et alors ici, regardez, vous avez diaporama en haut. Cliquez s'il vous plaît rapidement sur diaporama. C'est bon, messieurs. C'est bon. Alors, non, je crois que c'est bon. Là, tout le monde réussit à voir la présentation. C'est très bien, continuez, c'est bon. Parfait, parfait. Alors, ce petit tour d'horizon est indispensable, je vais le rappeler, mais tout cela a été vraiment très timide jusqu'aux années 2000. C'est pour ça que je vous disais en fait que cet développement de technologie de l'information va certainement intéresser certaines générations au détriment malheureusement d'autres. Et ça dépend dans quel cadre de génération vous êtes né, puisque on parlera de génération X, Y, Z et Alpha que vous connaissez bien, et que les dernières générations, vous voyez, sont les générations qui sont nées soit
avec le numérique, soit vraiment dans le numérique. Et avec cela, vous n'aurez absolument aucun problème quand les médecins seront nés dans la génération Z ou dans la génération alpha. C'est-à-dire que vraiment, il n'y aura pas de saut de médecine à faire et la médecine sera une médecine connectée d'emblée. Voilà. Donc, vous allez avoir, vous le voyez bien, certaines personnes qui vont faire de la résistance, d'autres qui vont essayer de changer pour essayer de prendre le train en marche et malheureusement, d'autres qui ne pourront pas sortir de leur zone de confort. La génération alpha, rappelez-vous, c'est la seule génération à ne pas connaître la vie déconnectée. C'est juste invraisemblable, c'est celle du Web 4.0. Alors, il y a une notion qu'on oublie aussi. Et vous n'avez pas parlé tout à l'heure de cette notion qui va commencer à engloutir le monde entier, c'est la 5G qui arrive avec des débits faramineux et qui vont aller constituer tout ce qui est nouveauté dans le cadre de la vie sociale. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le développement de smart cities, c'est-à-dire de villes intelligentes où vous allez avoir les feux rouges qui vont être connectés, vous allez avoir les voitures sans chauffeur et qui vont s'arrêter parce que le feu rouge vous leur a envoyé des signaux qui vont éviter des accidents aujourd'hui. Vous voyez bien qu'avec la 5G, bien évidemment avec tout le tollé que ça génère au niveau des expositions au réseau magnétique, bien sûr, vous voyez bien que la 5G va aller catapulter cette médecine connectée. Alors, la télémédecine, on en parle aussi. Au début, rappelez-vous, c'était juste au Maroc quand elle est née en 2016, quand la société de télémédecine a été créée, c'était en fait pour essayer de rapprocher les patients qui sont loin et leur permettre un accès aux soins en considérant car certaines zones médicales comme des zones blanches, c'est-à-dire où il n'y a absolument pas de médecin. Et en fait, on est maintenant, elle a été votée par le gouvernement et elle figure au niveau du bulletin officiel. Cette pratique médicale est une pratique adaptée à l'ère numérique, il est clair. Et en fait, vous allez mettre en relation un médecin et son patient via des moyens de communication et elle se décline, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, on pourra répondre aux questions si vous le souhaitez, en 5 grands volets. Vous avez la téléconsultation, où vous êtes à distance, la téléexpertise, un groupe de médecins qui sollicite un avis par voie visuelle, bien sûr, télévisuelle, d'un autre groupe de médecins experts en la matière, la télésurveillance pour les patients qui sont à distance, la téléassistance pour les aider, n'est-ce pas, à se brancher ou à se connecter ou à prendre des informations, et la télérégulation dans le cadre des systèmes d'urgence, de SAMU d'urgence. La téléconsultation, vous voyez, rappelez-vous, et là le travers encore malheureusement, c'est que le patient doit absolument être accompagné d'un personnel de santé. Ça figure absolument dans tous les projets de loi et dans toutes les lois. Alors bien sûr, monsieur qui a bien évoqué cela, il s'agit bien sûr, avec la téléconsultation, de mettre en place ce qu'on appelle un dossier médical numérique, c'est-à-dire que ce dossier-là va être sur une plateforme. Il va devoir bien évidemment être protégé et le rôle de ce dossier médical numérique, c'est de pouvoir être partagé. Et une fois que ce dossier médical numérique va être partagé, mais il va pouvoir générer des datas et avec la multiplication de ces pratiques de télémédecine, ben vous allez voir d'énormes masses d'informations, de données qui vont générer des datas et qui peuvent, là encore, en étant recoupées, en faisant des études multivariées, donner lieu à certaines informations qui peuvent être utiles aux praticiens et aux épidémiologistes. La téléexpertise, je vous en ai parlé, et les autres, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Consultation vidéo, vous voyez quand même qu'il y a au niveau des cahiers des charges, c'est important, il faut des moyens audiovisuels, il faut que le dossier numérique soit là, soit présent, avec une traçabilité, vous voyez, c'est très important. Et il y a quelque chose qu'on oublie, et ça, c'est très important de savoir utiliser les moyens de communication et l'informatique médicale. Mais attention, ça ne dédouane pas du cadre juridique dans lequel ces informations doivent être
mise dans le cahier des charges et surtout dans le cadre de la plateforme, dans un espace patient. Et cet espace patient doit, comme il a été dit, être complètement sécurisé et chiffré pour justement être tout à fait confidentiel. Alors, la confidentialité au Maroc, vous le savez, c'est le CNDP, hein, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Et puisque, faites très attention, les médecins maintenant le savent, depuis le moment où on a publié, on a communiqué et on a fait des conférences là-dessus, méfiez-vous, les données médicales ne doivent absolument pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une grosse erreur parce que malheureusement, les réseaux sociaux n'étant pas sécurisés, ça peut poser quelques problèmes. Alors, après, voilà les ingénieurs, on les attend, ils sont là, la pression économique, c'est une réalité. Quand on est enseigné à Supinfo ou ailleurs et qu'on est ingénieur, ben, le but c'est de pouvoir monter une start-up. Et cette start-up-là va aller générer forcément du chiffre. Et pour générer du chiffre et de l'organisation, elle va mettre en place des plateformes ou des objets connectés pour servir la médecine, mais également pour pouvoir y survivre. Et c'est important, autant de développeurs d'objets connectés qui vont mettre en place ce qu'on appelle la médecine 4.0. Alors attention, là encore, hein, regardez, cette photo est importante et pour ma carte de crédit, demande l'usager et le banquier dit on va regarder le résultat de votre biopsie du 16. C'est tout à fait vrai parce que vous avez... Avancez parce qu'on ne voit pas vos diapositives. Elles sont tellement intéressantes parce que là, on est sur timide jusqu'à l'année, jusqu'aux années 2000. Oula, il y a un décalage important entre... Je préfère que vous continuiez avec, bien sûr, la présentation en mode édition. Alors, parce que vous avez deux écrans, hein, un écran virtuel, ce que vous voyez, et vous avez l'écran qu'on voit ici, nous. Vous partagez, hein, le partage, essayez de partager tout votre PC. Bon, ben c'est exactement ce que je fais. Alors vous, je reviens, j'arrête, le partage, je vais reprendre. Diaporama. Partager diaporama. Ben, c'est exactement ce que je fais. Vous avez partagé le PowerPoint. Non, voilà le diaporama, vous voyez là? Non, c'est le PowerPoint. C'est parce que vous avez un autre. Regardez, quand vous partagez, vous allez avoir deux figures de PowerPoint. Allez-y. Oui. Alors, les diaporamas. Diaporama. Il y en a deux. Là, je ne vous suis pas. Non. C'est toujours pas. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, on peut toujours partager le même slide, mais au niveau défilement. Maintenant, c'est bon? Oui, maintenant, c'est bon. Parfait. C'est bon. Bon. Très bien. Professeurs. C'est pas grave, Moulay. Je vous disais, la protection des données personnelles et confidentielles, vous savez, les médecins sont très regardants là-dessus parce qu'ils peuvent tomber sous le coup de la loi. Et malheureusement, le médecin apprend énormément à diagnostiquer, à utiliser ses mains quand il est chirurgien, à être formé, mais ce sont des parties juridiques et réglementaires qui peuvent lui échapper. Donc, c'est très important de veiller à ce que toutes les données qui sont dans ces plateformes ou dans ces dossiers médicaux partagés soient absolument confidentielles et gardées comme telles. Et là, la grosse difficulté dont on n'a pas parlé, et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une de mes questions à la fin, c'est que malheureusement, et vous le savez bien, tous les systèmes qui sont des grands systèmes de stockage cloud ou autres, et vous savez qu'aujourd'hui Amazon s'est intéressé à acheter des villes entières où il a mis en place des serveurs pour pouvoir stocker les datas parce qu'il a compris quel était l'enjeu financier, eh bien malheureusement, les malwares peuvent être là et la cybersécurité est importante. Il peut y avoir de la cybercriminalité, il peut y avoir également du commerce déréglementé des reventes de données et malheureusement aussi de la dérive de leur usage qui peuvent malheureusement être modifiés, transformés et puis être une arme fatale pour le médecin ou autre dans le cadre des règlements de compte. Alors, là aussi,
là aussi, à distance, faire très attention. Nous, on a énormément peur. Des fois, le malade est en face de vous et vous voyez qu'il n'a pas compris votre communication. Pourtant, vous avez été clair, mais en fait, il faut voir la psychologie du patient en face. Vous savez, quand le patient arrive, il est stressé. Vous avez beau lui parler en termes tout à fait clairs et simples, et nous, on le sait, nous sommes enseignants, nous avons de la pédagogie. Vous avez absolument, mais tout à fait banalisé les mots avec des visuels qui sont très parlants et vous avez l'impression que vous passez au travers parce que le patient est transparent. En fait, son stress l'a débordé puisqu'en fait la maladie est un stress en elle-même et la peur du cancer quand il vient vous voir a pris le dessus et c'est toujours comme ça. Alors ça en face, vous n'êtes pas sûr et d'ailleurs il y a des techniques de programmation neurolinguistique qui sont la reformulation, c'est-à-dire être certain que le patient a bien compris. C'est pour ça que avant de la prise de décision, vous lui faites remplir un formulaire qui est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Alors mon Dieu, pensez-vous qu'à travers une communication à distance, que le patient a formellement bien compris, et il va faire autre chose et puis ça va être des procès interminables. Donc ce côté-là, il faut absolument bien l'encadrer, que les médecins soient parfaitement au courant de cela. La deuxième chose, c'est les travers d'une communication à distance. Attention, il est vrai que vous avez été informé et qu'il peut y avoir des failles de sécurité. Regardez juste sur les plateformes qui utilisent les webinaires aujourd'hui. Je ne veux pas citer, mais vous avez vu qu'il y a des plateformes qui sont moins sécurisées que d'autres. On peut rentrer sur votre ordinateur, prendre des informations ou même en tant que malware complètement pirater vos informations. Alors, faites très attention, les documents médicaux doivent être personnels et confidentiels. D'abord, c'est personnel parce que ça appartient à des patients, à des personnes, et c'est confidentiel parce que ça touche la santé. Donc, franchement, faites très attention et les médecins doivent le savoir parce qu'il y a vraiment beaucoup de travers à la télémédecine, mais malheureusement qui s'imposent à nous. Alors, la seconde chose, c'est que vous allez rentrer dans le cadre d'un business model et vous allez faire fi de la relation humaine et malheureusement, rapidement, vous allez aujourd'hui faire une conférence ou une communication ou une consultation pour un patient à partir de votre smartphone. Vous allez être assis dans un café, vous pourrez le consulter, vous êtes dans votre chambre à coucher, vous pouvez le consulter. Ben ça commence à être interdit par les assurances. Les assurances commencent en Europe à refuser de rembourser toutes les consultations à distance qui n'ont pas été faites à partir du cabinet médical. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre professionnel. Voilà, en fait, tout cela demande à être encadré pour ne pas qu'il y ait de débordement dans un sens comme dans l'autre. Et ce qu'on disait, vous voyez, la télémédecine, ce n'est pas du e-commerce, c'est très important, c'est une notion fondamentale pour nous. Ce n'est pas un soin à distance, il doit vraiment être encadré puisque ça doit remplir élémentairement de l'éthique, bien sûr, et surtout de la déontologie. Et attention à ce que ça ne serve pas un levier de gain de productivité, parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas voulu vous le dire encore, mais on est outré. Ici, la communauté des médecins est outrée parce qu'avec le Covid-19, vous avez énormément de startups qui ont développé des plateformes et malheureusement, beaucoup de médecins s'y sont inscrits en pensant rendre service aux patients. Et quand on regarde, sont en fait des industriels qui ont monté cela, qui n'ont rien à voir avec la santé et qui en fait auparavant étaient en fait une entreprise qui réservait en ligne les taxis. Vous voyez que le plus important pour eux, c'est de faire du gain et non pas de rendre service. Il faut absolument bien faire attention. La télémédecine, c'est bien, ça permet d'aider en ligne. Il y a la responsabilité médicale est complètement engagée. Attention, il y a une traçabilité de la communication. Comme aujourd'hui dans les cabinets médicaux, vous êtes obligé d'avoir une traçabilité de vos dossiers médicaux. Faites très attention. Attention à la sécurité de la confidentialité des informations. Et puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, regardez, il faut absolument faire un apprentissage
de l'échange à distance en médecine qui malheureusement n'est pas encore enseigné au niveau des facultés. Alors, les objets connectés, vous avez vu, je n'ose pas vous donner le nombre d'objets connectés, ce que ça génère comme chiffre pour les entreprises, et on pense qu'en 2025 va être l'année des soins en industrie médicale. C'est juste invraisemblable le nombre d'objets connectés, et on parle déjà de la médecine 4.0. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je n'ose pas évoquer le terme gadget, parce que quand on dit gadget et quand on corrèle à la santé, c'est un peu réducteur. Je dirais vraiment des IoT qui sont dans le cadre médical ou dans la santé. Et vous voyez par exemple ici que vous pouvez, et vous le savez, c'est extrêmement intéressant, dans une maladie chronique, un patient qui a un pacemaker, vous vous rendez compte de l'intérêt d'avoir une montre connectée à son bras et qui puisse en temps réel donner une alerte à son médecin traitant, une alerte au centre disponible pour venir le charger et le prendre si jamais il fait des troubles du rythme qui risquent de l'emporter. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, iPhone, pour ne citer que, a mis en place, iWatch a mis en place ici, cet utilitaire n'est pas encore disponible dans le pays, mais vous vous rendez compte que ça peut, sur un ECG, sur un tracé au moment de l'ECG, ben vous pouvez au cours d'un effort savoir si vous êtes en train de développer un infarctus ou pas. Je ne sais pas si vous mesurez l'intérêt d'un tel objet connecté. Et regardez, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, excite les générations X, les générations Y, ils vont rester au bord de la route et ils vont y passer dans la trappe. Regardez, le 2025, c'est l'industrie des soins de santé. Toute la nouvelle génération de médecins, aujourd'hui, est une génération de médecins axés sur le numérique. D'ailleurs, they are familiar with electronic health record, ce que les Américains appellent EHR, c'est-à-dire vraiment toutes les données qu'ils ont sont des données qui relèvent de patients qui sont connectés à leur dispositif. Alors, intelligence artificielle et big data, regardez ce que aujourd'hui la gestion des données importe, mais tout y passe, tout, c'est-à-dire toutes les données vont être passées au crible et vont pouvoir être regardées en collaboration. On va les analyser, c'est ce qu'on appelle les data scientists, n'est-ce pas? Le data viz que vous connaissez bien, d'accord? Et ça a servi énormément dans le marketing, dans le e-commerce, vous l'avez dit, partout, c'est très bien. Et puis le monde des data, c'est partout, regardez, c'est en Amérique, c'est au Canada, c'est au Brésil, c'est en Afrique, c'est en Chine, c'est en Europe, c'est en Australie, c'est vraiment partout. Toutes ces datas-là sont stockées, elles sont regroupées, elles sont filtrées et ensuite elles sont analysées. Aujourd'hui, je pense que le secteur d'activité qui va marquer les années à venir aux horizons des années 30, ce sera les data analysts qui vraiment vont être extrêmement demandés et parce qu'ils vont faire un travail phénoménal avec l'arrivée de la 5G, vous allez voir, et le big data et tout ce qui regroupe les informations numériques. Alors le big data, vous avez vu tout cela dans la télécom, dans l'énergie, dans les retail, dans les banques, dans le gouvernement, mais également dans la recherche de santé. Vous avez vu le document qui est paru après le Covid, qui a été publié dans le Lancet, on pourra en parler, qui n'a utilisé que des big data, parce qu'aujourd'hui, dans les protocoles de recherche clinique en médecine, ben vous avez énormément de protocoles, je ne vais pas les citer ici, mais aujourd'hui, la big data est en train d'essayer de se frayer un chemin, elle a énormément de travers, on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, mais on l'utilise également dans la recherche et dans la santé. C'est des données massives, ça vous l'avez dit, hein, mais how big is big, c'est ça qui est important. Rappelez-vous, regardez, que 90% des données mondiales ont été générées sur ces 2 dernières années. C'est-à-dire que dans les années à venir, attendez à ce qu'il y ait un cataclysme d'informations. Et on dit même que le nombre de données va certainement dépasser de façon exponentielle les capacités d'analyse de ces données-là. Et vous allez avoir toujours un retard à rattraper. C'est pour ça que les data scientists et les data analysts vont être bien évidemment regroupés. Regardez combien d'informations dans le monde, 25 trillions d'octets, je ne saurais pas vous dire combien de zéros, n'est-ce pas? Ça engrange tout cela. Et les big data vont venir d'où en médecine? Ben, des dossiers médicaux, des dossiers d'assurance maladie, des sites médicaux avec des renseignements. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand vous rentrez sur un site, quel qu'il soit, s'il vous plaît, quel qu'il soit, même s'il est gratuit,
même si vous pouvez télécharger des infos gratuites, ben, il va vous demander de renseigner un formulaire. Ce n'est pas gratuit, c'est tout simplement pour avoir une orientation sur votre tranche d'âge, sur votre sexe, sur votre choix, sur etc., pour qu'il puisse travailler en e-commerce et après vous envoyer des banderoles qui vont vous rappeler à la charge à chaque fois. Et voyez que, bien sûr, ça présage au départ que toutes ces informations soient bien notifiées et de façon numérique dans tous ces secteurs d'activité. Au niveau de l'assurance maladie, vous vous rendez compte les cartes vitales françaises? Mais qu'est-ce qu'on attend au Maroc pour mettre en place des cartes vitales? Sur les cartes vitales en France, vous avez toutes les informations numériques du patient, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire, ce n'est pas la carte d'identité nationale sur laquelle, quand vous la scannez, vous avez tout, c'est la carte d'identité sanitaire. Des antécédents depuis la naissance jusqu'au décès, toutes les informations y passent. Et donc, vous vous rendez compte du nombre d'informations par individu que vous avez. Et si vous décuplez ça au nombre de patients qui sont affiliés à l'assurance maladie, ça vous donne des datas engrangées qui sont bien évidemment des sources d'exploitation invraisemblables. Les caractères ici, je crois que ça a été cité, je ne vais pas, vous des ingénieurs, je ne vais pas vous les citer, les 4V, vous les connaissez. Et ça va très vite. Voilà, c'est une vidéo que j'avais exposée pour montrer réellement que la Velocity est ici et que avec aujourd'hui la 5G, vous allez avoir engranger des vitesses de reproduction et de partage phénoménal. Flux de données, et puis, bon, ça je crois qu'on va... Je vais passer parce que ce n'est pas pour vous. Vous voyez, depuis le moment où vous les prélevez, ces datas, jusqu'au moment où vous allez en médecine vérifier que ces datas sont intéressantes pour vous. Et à ce moment-là, vous allez développer des applications en médecine. Alors, M. Laki tout à l'heure a été sympathique en évoquant le diabète. Vous vous rendez compte que ce n'est pas un bracelet, M. Laki? Regardez-moi ça. C'est juste invraisemblable. Ce sont des lentilles intelligentes. C'est-à-dire, vous allez placer des lentilles. Elles peuvent même s'adapter si vous avez une baisse de la vision, n'est-ce pas? Avec bien sûr une étude ici de la perte myopie ou hypermétropie ou peu importe, sur laquelle vous allez avoir tout simplement des petits connecteurs. Et ces connecteurs vont vous rendre compte sur les larmes des patients diabétiques à chaque seconde la quantité de glucose. Et c'est pour vous dire que ces capteurs-là vont vous renseigner sur l'urgence de mettre un traitement ou l'urgence d'appeler votre praticien référent. Vous vous rendez compte là aussi, tout ce qui est nanoparticules que l'on n'a pas cité tout à l'heure, on pourra en parler. Vous savez qu'aujourd'hui, on va aller thérapeutiquement, par exemple sur les cancers, utiliser des nanoparticules qui vont aller au sein de la tumeur même, parce que vous savez quels sont les problèmes de la chimiothérapie. Cette chimiothérapie, malheureusement, détruit les cellules saines, à part la thérapeutique ciblée. Elle va aller détruire les cellules saines et c'est pour ça que malheureusement, les patients sont fatigués après une chimiothérapie. Aujourd'hui, avec la naissance des nanoparticules, vous allez avoir par exemple au niveau d'une tumeur du foie, ces particules vont aller jusqu'au dilaté au niveau du foie et voir la réponse immédiate de voir si les cellules vont être attaquées par ce produit ou pas, sans avoir à attendre les fatales 3 semaines pour vérifier si la chimiothérapie a fonctionné ou pas. Alors, bien sûr, voilà ce que je voulais vous dire sur les big data et la télémédecine et les objets connectés en gros en pratique médicale. Ce qui est très important, c'est cette image, rappelez-vous, Charles Darwin l'a bien dit, que l'espèce qui va survivre n'est pas la plus forte ni la plus intelligente, c'est celle qui va certainement la plus s'adapter au changement. Et le changement, c'est maintenant, c'est s'adapter ou disparaître. Et comme je vous le disais, malheureusement, le médecin n'est pas formé pour la technologie. Et quand il est né dans cette ère technologique, il ne va pas avoir de mal puisqu'il ne va pas s'adapter. Il va naître dedans. Et heureusement que dans les années futures, le médecin sera un médecin de la génération numérique et qu'il n'y aura pas cette transformation. On parle de transformation ou de digitalisation. Il sera vraiment dedans. C'est très important. Alors, pourquoi les médecins sont inquiets de cette révolution médicale en marche?
j'aurais 3 questions à poser à tous les ingénieurs qui nous écoutent et bien sûr au charmant à M. Gourem, le modérateur, et à M. El-Laki pour sa fabuleuse présentation. D'abord, attention au travers de la digitalisation, ça ne règle pas tous les problèmes. Attention à l'éthique, attention à la confidentialité. Qu'est-ce qu'il en est de la cybersécurité? C'est très important. Moi, c'est un domaine je vais vous le dire, j'ai refusé de participer à une dizaine de webinaires parce que malheureusement, la plateforme n'était pas une plateforme sécurisée et j'en ai craint pour mes données. Et la troisième grosse information, vous savez, quand Siri vous demande sur votre iPhone si vous voulez appeler un tel et qu'elle n'entend pas le bon nom et qu'elle vous appelle un collègue ou quelqu'un à côté, c'est pas bien grave, vous pouvez intercepter la communication et arrêter ou vous excuser auprès du destinataire de cet appel. Par contre, quand il s'agit de santé, et quand il y a au niveau de l'algorithme de votre chatbot ou de votre robot une panne quelque part, sur le plan éthique, que fait-on? Alors bien sûr, après, je vais parfaitement répondre à tout ce qui a été dit sur les imprimantes 3D parce que j'en ai une expérience, au robot, puisque j'ai participé à travailler sur le Robotol. Et enfin, si vous le voulez bien, à la fin, vous évoquez aussi tous les travers de cette digitalisation, malheureusement, sur la relation médecin-malade. Alors, dans tout cela, ce ne sont pas des humanoïdes, nous sommes des humains. Et donc, dans l'humanité d'aujourd'hui, cette digitalisation est-elle le meilleur des mondes? Et en fait, est-elle un monde idéal? Voilà l'interrogation qui va conclure ma présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation aussi intéressante, avec beaucoup de cas pratiques, avec aussi énormément de solutions et énormément d'attentes et finalement des questionnements. J'essaie de reprendre un peu vos souhaits, hein, on peut dire, hein, ce qu'on demande. Évidemment. Ce qu'on demande, c'est de disposer d'un dossier médical numérique, d'abord. Absolument. La première des choses je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, la technologie de l'information, lorsqu'elle offre des solutions, elle les offre selon 4 types de solutions. Nous avons ce qu'on appelle Management Information System. Management Information System, c'est la partie que vous avez présentée ici, hein, le dossier. Il y a aussi un autre volet, là c'est la partie Management Information System. Nous avons un autre type de solution, ce qu'on appelle Transaction Processing System, les systèmes de traitement des transactions. Et ces traitements de transactions sont basés aujourd'hui sur IoT, sur les objets connectés qui traitent les transactions et aussi qui peuvent aussi être utilisés par le médecin, le chirurgien pour l'aider dans des différentes activités opératoires. Et nous avons ce qu'on appelle Executive Information System, c'est tout ce qui est pilotage. Et pour le pilotage, il y a énormément de besoins de big data. Et là, vous l'avez très bien exprimé, hein, on voit cette évolution. L'évolution médecine 1.0, lorsqu'on traitait uniquement la fiche du médecin, ça s'appelait l'administration. On n'avait que la fiche du patient, la fiche du patient, elle a été numérisée, elle a été numérisée, et cette numérisation a conduit tout simplement à disposer de ce qu'on appelait les bases de données. Mais on est parti au-delà des bases de données, au-delà des fichiers. On est parti dans ce qu'on appelle aujourd'hui les big data. C'est à partir de là que ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle, nous, en tant que informaticiens, en tant que opérateurs dans le domaine du digital. Vous avez votre questionnement. D'accord. La digitalisation aussi d'éthique. Alors, moi, ce que je voudrais vous
présenter ceci et je donnerai aussi la parole au professeur El-Laki. Je voudrais vous répondre selon l'expérience de nos étudiants, parce qu'il y a énormément d'étudiants qui ont posé des questions. Il y a aussi des participants qui ont posé des questions. J'ai concocté les différentes questions et j'interpelle notre auditoire à mettre les différentes questions au niveau au niveau de l'endroit qu'on vous a cité. Alors, vous savez, lorsqu'on parle aujourd'hui de digitalisation, on ne peut pas traiter la digitalisation s'il n'y a pas derrière des process. Et lorsqu'on met en place le processus, que ce soit le processus opératoire, d'accord, si on parle opération, l'opération, comment elle se déroule, on commence par ceci, on commence par là et on traite, ça c'est ce qu'on appelle un process. Et lorsqu'on décortique le process, on essaye de voir les particularités. Pourquoi? Parce que si on prend une opération, d'accord, chirurgicale, chaque opération est unique. On ne peut pas prendre un modèle standard et dire, bon voilà, on va l'appliquer pour tout le monde. Non, il y a des particularités. Et pour ces particularités, c'est là où intervient l'intelligence artificielle pour dire, attention, nous avons déjà exploité ce cas-là avec le patient tel et voilà comment on l'a traité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on venait d'abord chez l'informaticien, on lui dit, bon voilà, je voudrais que vous faites ceci, cela, voilà le cahier des charges. Et on a traité selon ce cahier des charges pour pouvoir aboutir à des programmes, aboutir à des applications. Maintenant, on n'a plus le temps de rédiger les cahiers des charges, mais on vous dit, écoutez, j'ai des millions d'octets, des milliards d'octets qui sont là, qui présentent mon histoire et cherchez dans cette histoire. J'avais une question qui a été posée par Dr Mourchid de Kindi, qui m'avait dit, écoutez, j'ai de l'histoire dans ma cave. Est-ce qu'il y a possibilité de récupérer ceci pour pouvoir créer un big data pour pouvoir extraire des connaissances? Là, il était conscient de l'importance de cette histoire, de l'histoire des données pour pouvoir prendre les décisions. C'est à partir de là qu'on traite ce qu'on appelle DSS, Decision Support System. Donc, j'avais cité Executive Information, Management Information System, Transaction Processing System et aussi le décisionnel. Et dans ce décisionnel, il y a le Big Data qui prend énormément sa place. Monsieur El-Laki? Oui. Je vous laisse la parole. En fait, tout d'abord, donc, je vais remercier Monsieur Chelli pour sa superbe intervention qui a en fait complété la mienne avec des cas, je dirais, pratiques, réels, vécus, etc. Donc, on sent ici qu'il y a de l'expérience qui parle. Donc, sincèrement, j'ai vraiment apprécié en fait ce qui a été évoqué. Mais maintenant, par rapport à votre intervention, M. Gourram, donc en parlant en fait de toutes ces technologies-là, il y a d'autres points à évoquer. Donc, par exemple, l'aspect, surtout les trois derniers éléments présentés par M. Chelli. Donc, on parle aussi on parle de digitalisation, on parle du numérique, etc. Mais on ne peut pas en fait imaginer que ça va en fait régler tous les problèmes du monde. C'est pas une baguette magique, etc. Donc, il y a bien sûr beaucoup de limites. Donc déjà, c'est un domaine qui est toujours en état d'émergence, etc. Il y a toujours des progrès, il y a toujours en fait des choses à améliorer d'un point de vue technique, informatique, etc. Et bien sûr, par rapport à l'adaptation de ces technologies-là vis-à-vis des différents métiers, donc il y a toujours, bien sûr, il y a toujours une grande marge de progression par rapport à cela. Le deuxième point, c'est l'aspect cybercriminalité. Vraiment, c'est un souci majeur. Et c'est très, très, très important, en fait, en fait, j'ai pas voulu citer ou bien parler de ce volet-là, mais c'est quelque chose de très important, en fait, parce que là, ça sert à rien de faire tout ce travail-là si on est vulnérable à des attaques, ou bien on va être, je dirais, toujours menacé par, je dirais, une perte d'informations, ou bien de données, ou bien on parle de tout ce qui est chantage dans les ransomwares et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types de menaces en fait
qui traite cela. Du coup, l'aspect sécurité est omniprésent par rapport à, surtout à ce domaine-là. Et le dernier point, c'est lorsqu'on a parlé de panne numérique, ça c'est lorsqu'on parle de santé, donc c'est fatal. Donc on ne peut pas jouer avec ça. Donc c'est contrairement aux Très bien. autres domaines d'application, genre les réseaux sociaux, etc. On se trompe une fois, deux fois, 1000 fois, il n'y a pas de souci. C'est clair. La vie, toujours, elle va tourner. Mais là, lorsqu'il s'agit en fait de domaine médical, de santé, donc là, c'est la vie des gens, c'est des choses en fait où il faut pas en fait, il faut, je dirais pas minimiser l'erreur, mais peut-être radicalement l'enlever, chose qui est pratiquement quasi impossible. Donc, il y a toujours des progrès par rapport à cela, des progrès surtout au niveau de la recherche scientifique dans les domaines des nouvelles technologies, etc. Donc, personnellement, j'ai travaillé dans des sujets pareils, donc en génie logiciel, etc. On parle de tout ce qui est vérification, validation des systèmes, etc. pour essayer de minimiser en fait les erreurs, etc. Mais je peux dire il y a beaucoup de progrès qui ont été faits par rapport à ce niveau-là, mais rien n'est garanti. Sincèrement, pour ne pas pour ne pas en fait embellir les choses, rien n'est garanti. Toujours il y a un degré je dirais, de probabilité ou bien qui est toujours présent. Voilà, donc je voulais juste commenter ces trois éléments-là. Il y a peut-être des questions qui ont été évoquées par notre auditoire. Donc, si vous voulez, on pourra y répondre. Voilà, donc je cède maintenant la parole. Merci. Sigouram, je pourrais apporter Oui. quelques précisions Oui. de vécu sur la robotique, parce que bon, quand même, la robotique, j'y ai travaillé avec des ingénieurs, avec beaucoup de personnes qui ont développé des choses. Je voudrais juste vous donner un tout petit point d'information. Dans les robots, vous n'avez pas encore de robots qui puissent travailler en étant nourris par des informations. Il n'y a pas de machine learning qui puisse apprendre à l'intelligence artificielle de réaliser une chirurgie. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez parlé de process, je vous ai très bien entendu et j'ai bien lu ce que vous disiez. Mais la chirurgie, qu'est-ce que c'est que la chirurgie? C'est un ensemble de temps qui, et vous l'avez très bien dit, n'est jamais le même pour la même maladie, pour la même pathologie. Une fois que vous ouvrez la peau, vous ne savez pas ce qui se passe en dessous. Donc, en fait, là où l'intelligence va bloquer, l'IA va bloquer, c'est dans l'adaptation du scénario. Elle sait, par exemple, ouvrir la peau, elle sait coaguler un vaisseau, mais si jamais elle trouve des choses qui n'ont pas été apprises par sa machine, ben malheureusement, elle ne saura pas s'adapter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la robotique en chirurgie, c'est quoi? Si elle l'a qu'il a dit, c'est peut-être opérer à distance, mais ce n'est pas là où il y a le fun. Le fun, c'est vous allez avoir des télémanipulateurs, c'est-à-dire en fait, on va vous mettre des bras, et ces bras micro-manipulés vont aller travailler dans des espaces intouchables pour l'homme parce que les instruments n'y pénètrent pas. Et j'en prends pour preuve, nous par exemple, dans toute les cancers de la cavité buccale, où vous avez vraiment des tout petits espaces pour travailler, où vous devez faire de très grandes incisions pour y aller, là aujourd'hui, le robot vous permet d'enfiler vos bras télémanipuler et de rentrer par la bouche dans des espaces où la main de toute façon ne rentre pas. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la robotique. Elle flanche au niveau des scénarios d'adaptation parce que c'est ça qui fait le chirurgien et l'expérience du chirurgien. Maintenant, pour l'imprimante 3D, j'ai été appelé pour donner un cours à Shanghai il y a 2 ans maintenant, décembre 2018, et on m'a fait visiter ce qu'ils appellent l'Institut de précision au 9e hôpital à Shanghai. C'est juste impressionnant. Je vous invite à regarder sur YouTube. Ils reconstruisent des hanches complètes pour des personnes à qui ils ont été obligés d'enlever toute la hanche. Et à l'époque, c'est impossible de trouver une hanche compatible parce que c'est là le grand problème des réparations. Parce que cette réparation fait toujours
fait toujours appel à du matériel prothétique existant et non pas du matériel prothétique modelé par rapport au patient. Et aujourd'hui, avec l'imprimante 3D, sur par exemple la hanche contralatérale qui est celle du patient qui est saine, et on va aller calquer sur des tissus bien sûr qui est biocompatible et on va mettre en place, j'ai vu ça, c'est juste invraisemblable. Vous pensez que c'est de l'utopie, mais c'est aujourd'hui réalisé grâce à l'imprimante 3D. Et je pense que les avancées technologiques vont certainement servir encore plus la médecine. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, mais il faut verrouiller la confidentialité, la panne de sécurité et justement l'intrusion. Voilà, et je crois que la médecine a un grand avenir devant elle grâce aux technologies. Monsieur Chellet, après votre accord, Monsieur Gourran, donc j'ai 2 points, donc bien 2 petites questions à poser à Monsieur Chellet. Donc, oui. Je me suis toujours posé en fait quelques questions. La première, ça concerne en fait le cas des médecins marocains qui sont bien formés à ce type d'opération. Donc, en parlant de chirurgie à distance ou bien en utilisant des robots, Absolument etc. Pas. Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Il n'y a pas de chirurgie à distance dans la mesure où, enfin, pas pour ma part, moi je n'en fais pas. Parce que de toute façon, en face, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des robots qui vont faire le geste. La seconde chose, c'est que en fait, il y a très peu de robots et les robots qui existeraient, je n'en ai pas la connaissance, ne peuvent se trouver que dans les domaines hospitaliers, universitaires ou militaires qui ont des moyens faramineux. Parce qu'un produit, il faut qu'il vous apporte quelque chose. Si c'est un bon produit pour l'enseignement qui va catalyser l'enseignement, c'est bien. Sinon, malheureusement, il va falloir l'amortir et il va vous plomber votre économie. C'est très difficile en termes de rentabilité, d'amortissement du budget. Ok, alors, en fait, le deuxième point... Alors, je vous donne un ordre de grandeur. Le Robotol sur lequel j'ai travaillé et qui, en fait, va faire des petits gestes d'une précision extrême parce que votre main, quand elle met en place un instrument, elle tremble un tout petit peu, elle va complètement éradiquer le tremblement. Ça coûte 3 millions de dirhams. Voilà, je vous ai donné une idée. Le Robotol, aujourd'hui, si vous voulez l'amener au Maroc, c'est 3 millions de dirhams. Et je ne pense pas qu'il y a une seule structure au Maroc entière qui peut se permettre de rentrer ce produit pour avoir des petits points ponctuels qui, finalement, quand vous vérifiez le rapport bénéfice, risque ou coût, utilité, efficacité, je pense que, bon, c'est pas vraiment indispensable dans la mesure où aujourd'hui, il n'apporte pas un grand bénéfice par rapport à son coût. Oui, c'est très clair. Donc, le deuxième point, ça concerne l'aspect, je dirais, psychologique du patient. Donc, est-ce que c'est facile d'accepter, en fait, d'être opéré par une machine? Moi, personnellement, j'ai jamais vécu l'expérience, mais alors, là bien sûr, on va faire référence à des expériences internationales dans ce cas. Si elle l'acquiert, on va être clair, la machine n'opère pas. La machine n'opère pas dans les 30 grandes structures du monde. Donc je peux vous dire, j'ai opéré en Chine, j'ai opéré en France, j'ai opéré en Allemagne, un peu partout. J'ai été convié à donner plein de conférences parce que moi, j'ai développé la chirurgie de l'oreille avec une caméra par un endoscope. Aujourd'hui, je suis l'un des pionniers au Maroc à faire cela. J'ai été montrer pratiquement ma série un peu partout parce que j'ai une grosse série de patients. Aujourd'hui, le Robotol, il vous permet de tenir parce que quand vous travaillez dans le conduit, vous avez la place dans le conduit, c'est par l'oreille, hein, sans incision. Vous travaillez à l'intérieur, ben vous n'avez pas suffisamment de place pour mettre les instruments. Et le grand souci, c'est que vous tenez votre instrument qui va vous montrer votre caméra d'une main et vous opérez avec une seule main. C'est ce qu'on appelle one-handed surgery. Et le grand problème, c'est que ça saigne, vous devez aspirer, etc. Donc, vous êtes un peu mis à mal. Donc, aujourd'hui, vous avez des instruments qui sont robotisés et qui vous permettent de tenir l'endoscope, juste vraiment un porte-endoscope qui va vous permettre de travailler avec les deux mains libres, avec une caméra à l'intérieur du conduit. Voilà, donc ça apporte des choses, mais vraiment, pour le moment, très minimes par rapport eu égard au coût, c'est ce que je disais. Et bien sûr, ça peut rendre service à large échelle, mais il ne faut pas minimiser le coût non plus qui est assez important. Et le robot n'opère pas. Hein, aujourd'hui, la machine n'est pas encore formée à scénariser la chirurgie.
Oui, La plus grosse difficulté. Vous savez, le grand chirurgien, c'est pas celui qui opère, c'est celui qui arrive à rattraper les complications péropératoires. oui. C'est sûr, on dit, Flan, il a d'expérience, ça veut dire qu'entre ses mains, même s'il se passe un gag ou s'il tombe sur une tumeur difficile, mais il a toujours les moyens de le contourner. Oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la phase questions-réponses, si vous permettez. Je vais partager avec vous quelques questions. Alors, j'invite l'auditoire à poser les questions. On a concocté 2 questions d'abord. La première, c'est que la position de l'homme, avec tout ce qui est intelligence artificielle, est-ce qu'il va… Vous avez déjà plus ou moins répondu à la question d'une manière précise, mais cela n'empêche, qu'est-ce que vous en pensez, Alors oui, on parle de l'intelligence artificielle, mais l'homme, il est là, mais quelle est sa position aussi? Alors, est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, c'est inéluctable, nous allons y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va… J'ai eu la dernière semaine avec un collègue ophtalmo et Laurent Alexandre, qui est le monsieur, un des experts dans l'intelligence artificielle, un webinaire qui a duré 2 heures et qui a regroupé plus de 800 personnes. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, l'intelligence artificielle va faire un nombre de calculs d'une précision et d'une rapidité que l'homme ne pourra jamais atteindre. Et ça, je pense que c'est la définition et l'essence même de l'intelligence artificielle. Alors, comment ça va nous aider, nous? Ça va nous aider aujourd'hui, par exemple, quand vous avez une radio du thorax ou un scanner et que vous regardez ce scanner et que vous allez prendre le temps de le lire, de le mettre sur un négatoscope, de le corréler à la pathologie, ça va vous prendre une bonne vingtaine de minutes où vous allez devoir regarder de près pour ne pas passer à côté de l'essentiel. La machine, quand vous lui aurez donné 10 millions de scanners qui donnent la pathologie, par exemple une tuberculose ou une sarcoïdose ou un cancer du poumon, elle va avoir avec une acuité de 96% à 98% le diagnostic d'une précision extrême. Elle va vous dire cancer du poumon sur la radio ou aspect de sarcoïdose sur la radio. Ça, je pense qu'il y a un gain de temps et une précision inéluctable. Donc, ça ne va pas remplacer l'homme parce que c'est l'homme qui va prendre la décision du traitement. Mais ça va être une aide au diagnostic qui est, je pense, incontournable d'ici 2025-2030. C'est incontournable, vous verrez, ça va tomber et il y a de plus en plus d'applications maintenant qui, selon des algorithmes, vont vous permettre de recueillir. Par exemple, l'ophtalmo qui a fait avec moi la conférence et qui est basé en France, fait des fonds d'yeux, il regardait l'œil du patient, il prend les images, il envoie les images sur la machine, sur l'intelligence, et l'intelligence lui dit rétinopathie diabétique, acuité 96%, etc. Voilà, donc c'est une aide au diagnostic. Il ne faut pas compter que le médecin puisse disparaître. Ce n'est pas vrai s'il pense qu'il va être… La machine ne peut pas opérer, la machine ne peut pas traiter. Ce qu'elle va faire, elle va juste compiler les informations que vous lui donnez pour la mettre dans le brassage des informations qu'elle a eues par la machine learning, avec la précision la meilleure, le diagnostic qui est le sien. Et je pense que c'est là qu'il faut voir les choses et non pas remplacer l'homme. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Al-Laki, vous avez des points à rajouter? Non, je pense que M. Chili a fait le tour, donc il a largement parfaitement répondu en fait par rapport à ce point-là. Donc, il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, donc, toutes ces technologies, c'est des outils qui peuvent aider les médecins à faire le travail d'une manière plus simple, Voilà, donc pour résumer les choses. Donc, au moins, au niveau, bien sûr, le court terme, donc, je ne pense pas que ça va remplacer l'homme, bien sûr, ça c'est sûr. Voilà. Merci. Ceci nous conduit à la deuxième question de Bruno Baudian, qui pose une question relative aux infrastructures. Ces technologies-là nécessitent beaucoup plus d'infrastructures, que ce soit au niveau du réseau, que ce soit au niveau des machines elles-mêmes, au niveau des serveurs, au niveau des compétences, si vous voulez, humaines aussi, qu'il faut prendre en considération. D'après vous, est-ce que c'est un entrave qui est présenté aux pays qui ne présentent pas suffisamment d'infrastructures adéquates?
Oui, donc si vous permettez, par rapport à ce point-là, on peut dire que là, c'est une limite en fait. Sincèrement, donc tout ce qui concerne la fracture numérique, donc là, ça reste une limite majeure donc de l'adoption en fait de ces technologies-là, dans peu importe le contexte ou bien le domaine ou bien voilà le métier. Mais là, par contre, ce que je peux dire par rapport à ce point-là de connectivité, d'Internet, etc., il y a quand même des efforts qui ont été fournis par je dirais les géants en fait de l'informatique. Si je parle de Google ou bien de Facebook, etc., ils ont lancé des projets qui sont très prometteurs. Par exemple, on parle de Facebook Connectivity ou bien de Google Balloon, etc. Donc, leur objectif, c'est de permettre aux gens dans des, je dirais, endroits enclavés d'être connectés aussi sur Internet via des techniques qui sont, je dirais, plus ou moins innovantes, en lançant voilà, donc des projets de ce type-là. Voilà, donc c'est des tentatives. Donc, certes, ça couvre pas en fait toutes les zones en fait concernées. Et c'est toujours, voilà, donc c'était une prise d'initiative de ces géants-là qui ont intérêt à ce que les gens partout dans le monde soient connectés sur Internet pour qu'ils puissent bien sûr accéder à leurs services, etc. Mais voilà, donc le vrai, si on veut dire la vraie solution, c'est en fait d'investir dans ce sens-là et d'essayer je dirais donc on va parler maintenant côté gouvernement, etc. C'est d'essayer de revoir leurs priorités institutionnelles, etc. pour pouvoir bien sûr prendre des décisions qui vont permettre bien sûr de désenclaver ces emplacements-là. Voilà. Professeur Chili, vous avez eu l'expérience de traiter en... Oui, oui, absolument. Écoutez, j'ai participé avec la fondation, je ne voudrais pas citer, mais mettre en place 3 points effectivement qui sont des points relais où on pouvait assurer via un infirmier sur place juste ne serait-ce que le triage. Vous savez, c'est très important pour nous. Vous avez des maladies comme les cancers où les patients vont passer 6 à 8 mois pour aller d'une zone extrêmement reculée vers la ville ou dans la ville, ils vont encore... Voilà, donc ils mettent 8 mois à 1 an pour venir et vous pouvez bien comprendre que dans ce cadre de maladie-là, ça va très vite et malheureusement, vous perdez un peu la partie. C'est très important. Comme l'a dit Siel Laki, vraiment, c'est très pragmatique et clairvoyant de sa part que les autorités compétentes comprennent qu'aujourd'hui, la télémédecine rapproche les distances et minimise le coût parce que vous vous rendez compte que dans ces zones reculées, qu'est-ce qu'il est mieux d'amener une antenne relais, et là vous avez le WiMAX, vous avez plein de choses qui à l'époque m'ont fonctionné, plutôt que de construire un hôpital avec toutes les ressources humaines. Mais c'est juste, je pense qu'il n'y a pas photo sur le plan. Je pense que les autorités doivent comprendre le gouvernement comme il va relier les villes par en mettant en place des autoroutes et des trains, des trams pour essayer justement de faire profiter tout le monde de cette connectivité routière. Ben, il doit faire connecter les espaces reculés, comme je l'avais dit dans ma première diapo. Essentiellement, au départ, la télémédecine était dévolue pour désenclaver les personnes, ce qu'on appelle les zones blanches. Voilà. Je pense que c'est important de comprendre que s'il n'y a pas d'Internet, malheureusement, ben vous avez encore un peu de travail à faire et il faut le vouloir, il faut créer des lobbies, aller voir les responsables et puis voilà, et la connexion, vous allez voir, elle est pas, nous on a eu la 1G, on est passé par la 2G, on est maintenant la 4G, la 5G est à nos portes. Je pense que c'est aussi une volonté politique de faire avancer les choses, c'est important. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez présenté une richesse et nous vous remercions pour ce partage, un partage de qualité, un partage de très très haut niveau. Et nous remercions aussi infiniment Supinfo qui nous a donné cette opportunité-là pour ce moment-là. Et je suis sûr et certain que pour ceux qui vont voir par la suite en différé cette vidéo-là, seront très ravis pour pouvoir reprendre une orientation dans ce sens-là, dans le sens du digital. Un dernier mot, professeur? Écoutez, c'est vraiment, je suis extrêmement ravi d'avoir participé d'abord à échanger, ensuite à voir que les ingénieurs au Maroc et notamment Supinfo ont beaucoup de pragmatisme et sont brillants. Je suis très heureux de voir que nous n'avons pas exporté tous nos cerveaux.
il nous en reste dans le pays. Je suis vraiment fier de cela. Je félicite bien évidemment votre école et dans le standing qu'elle forme et je suis vraiment très très heureux et je vous remercie encore une fois de m'avoir associé à ce webinaire exceptionnel. Merci encore. Merci beaucoup, professeur, et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Inch'Allah. بسامة. Au revoir. Au revoir, si Wazani. Bsama. Bsama Moulay. Bsama. Au revoir.